Bonjour et bienvenue au Female Guest Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Pauline Chanu le 22 octobre 2025 à Lyon pour discuter de son essai Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Ma première question, tu dis dans le livre qu'après la sortie du podcast, tu as reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages. Et donc, je me suis demandé pourquoi en avoir fait un essai. Est-ce que dès le podcast, tu savais que en 4 épisodes, c'était trop frustrant et tu avais envie d'aller plus loin? Ou bien c'est la quantité de témoignages que tu as reçus qui t'a donné envie de creuser le sujet? Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'hystérie, ça fait maintenant presque 4 ans. Au tout début, je pensais m'intéresser à un sujet historique, enfin en grande partie historique. Je savais que l'hystérie était encore une injure, un stigmate qui pouvait être posé sur nous, posé sur les femmes politiques. J'avais bien conscience de ça. En revanche, quand j'ai commencé à proposer cette série à France Culture, je savais pas du tout que l'hystérie pouvait être encore utilisée comme un diagnostic dans les hôpitaux, dans les tribunaux, et donc qu'elle avait encore des conséquences très graves, euh, même si le fait d'être une femme politique et d'être taxée d'hystérique est déjà grave parce que ça silencie évidemment, mais là, on parlait de femmes qui peuvent potentiellement mourir de l'hystérie et après, enfin, donc je raconterai pourquoi ensuite. Et quand on produit un documentaire à France Culture, enfin, quand on réalise un documentaire à France Culture, on a peu de temps. Donc, je me suis retrouvée, en fait, dans cette espèce d'enquête en quelques mois. Et, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, tout à coup, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un appel à témoignages, en fait, sur feu Twitter, en demandant si des femmes avaient déjà été taxées d'hystériques ou diagnostiquées hystériques. Et là, je me suis rendu compte en fait que je recevais énormément de messages avec des femmes qui m'envoyaient des expertises, des certificats médicaux, voilà. Et donc j'ai fait cette série documentaire, mais donc assez rapidement. Et c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que je me rendais compte que c'était une histoire qui était vraiment. Enfin, j'étais au tout début en fait. J'ai eu l'impression de commencer un tout petit peu à tirer la ficelle de cette histoire. Et en effet, quand la série a été diffusée, elle a été beaucoup écoutée et j'ai reçu énormément de témoignages, non seulement de femmes qui avaient été diagnostiquées hystériques ou qui avaient été expertisées comme hystériques lorsqu'elles dénonçaient des violences conjugales, par exemple, mais j'ai reçu aussi des messages de soignants, en fait, qui me disaient ah oui, c'est un problème en fait qu'on rencontre dans la profession, et même d'avocates, de magistrates. Enfin, c'est ça qui était assez fou, c'est que je pensais pas du tout que les professions que je pouvais pointer du doigt, en fait, enfin, non seulement j'allais pas recevoir de messages en me disant que je disais n'importe quoi, mais plutôt pour m'encourager à continuer ces recherches. Donc c'est vrai que là, je me suis dit que j'avais encore énormément de matière et qu'il y avait lieu d'en faire un essai. Et en fait, enfin, je pourrais encore travailler sur le sujet. Le livre faisait 150 pages de plus l'été dernier. Donc c'est que j'avais enfin, des exemples. J'en ai plein. Et je reçois là, depuis la sortie du livre, il y a 4-5 jours, j'ai reçu déjà énormément enfin énormément, j'ai reçu, oui, quelques nouveaux témoignages, et donc je vais continuer à travailler sur le sujet, en fait. Pour rebondir sur la somme énorme de témoignages que tu as reçus, il y a vraiment dans ton livre une masse de témoignages autant actuels que historiques qui est assez énorme. Et à la lecture, ça fait ressentir des espèces de bouffées d'insécurité, et notamment sur les témoignages les plus actuels et quand on se rend compte que finalement, ils sont aussi d'actualité que ce qui se passait il y a 200 ans. Hem et la question que je me pose, c'est comment toi, tu as survécu à l'exposition de tout ce matériau et finalement, comment est-ce que tu es sortie de cette, enfin, c'est une véritable maison hantée, quoi? En fait, enfin, je raconte un peu dans le livre qu'effectivement, parfois, c'est difficile d'entendre tous ces témoignages parce que ce sont des femmes qui souvent n'ont pas été crues. Donc, qu'elles aient été malades pendant des années, qu'elles aient souffert de maladies rares et qu'elles n'aient pas été bien diagnostiquées, donc qu'elles aient des maladies très lourdes, développé des pathologies très invalidantes, et donc elles se retrouvent isolées, parfois sans travail, etc. J'ai rencontré ce cas de figure-là, j'ai rencontré des femmes, plusieurs femmes qui avaient été exorcisées. Enfin, je sais pas si tu veux qu'on en parle ensuite, mais donc il y a un lien en fait entre la soi-disant hystérie des femmes et l'histoire de la possession aussi, et qui continue de nous hanter aussi, en fait. Et puis j'ai reçu donc des témoignages de femmes victimes de violences conjugales, des survivantes de féminicides, des survivantes de l'inceste, et
il y avait quelque chose de très, hem, à la fois complètement, heu, enfin de se rendre compte qu'à chaque fois il y avait des violences dans l'enfance, des violences conjugales avant que ce diagnostic ait été posé, c'était vertigineux. Et en même temps, j'avais l'impression que en posant ces nouveaux mots qu'on a maintenant, pour parler de quand des femmes sont manipulées par, leurs agresseurs. Aujourd'hui, on parle de contrôle coercitif. Bien sûr, il y a le terme féminicide qui est rentré dans la loi. Il y a aussi le terme de suicide forcé. Enfin, le fait d'avoir des nouveaux termes, qui, ont été forgés ces dernières années pour décrire des réalités sur lesquelles qu'on pressentait. Enfin, c'est ce qu'on disait juste avant la rencontre. En fait, aujourd'hui, on fait un lien, par exemple, entre, le suicide d'une femme et les violences conjugales qu'elle a pu vivre. Donc on appelle ça le suicide forcé. Mais en fait, c'est bien quelque chose qu'on pressentait, mais tant qu'on n'avait pas de terme pour le dire, en fait, on ne se rendait pas compte qu'il y avait un lien et que le suicide forcé, en fait, aujourd'hui, on peut le placer dans le continuum du féminicide. Donc il y a aussi quelque chose de libérateur, en fait, à se rendre compte que c'est une mécanique et quand on commence à comprendre, quelle est cette mécanique, derrière l'hystérie, donc qu'il y a toujours, des violences, donc il y a toujours, un hystériseur. Enfin, moi, c'est la conclusion que je fais après avoir travaillé pendant 4 ans sur le sujet, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hystérie ou d'hystérique sans, avant, un hystériseur, que ce soit un père, un mari, un médecin, parfois, les 3. Et donc il y a quelque chose de libérateur aussi à comprendre, après ces marasmes dans lesquels ont été plongées ces femmes en n'ayant pas été crues par leur entourage, en n'ayant pas été crues par, les médecins, en n'ayant pas été crues par la justice. Quand on commence à comprendre que c'est systémique et qu'on a des mots pour le dire, en fait, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la libération. Ton livre, il invite à se poser cette question-là de, finalement, à qui profite l'hystérie? Et si on dit que cette femme est folle, si on dit qu'elle est hystérique, à qui ça va servir? Et ce qui est hyper intéressant dans ton point de vue, c'est que tu parles justement d'hystériseur. C'est d'ailleurs, je crois, dans la couverture ou dans le sous-titre, je sais plus. En tout cas, c'est très mis en avant dans la promotion du livre. C'était important pour toi de proposer, un mot pour justement faire changer le regard sur l'hystérie? Oui, bah, peut-être que je peux donner des exemples de témoignages que j'ai reçus. Hem, donc je raconte, l'histoire d'Alix, par exemple. Alix, elle a été, en errance médicale pendant 7 ans. Elle faisait des crises avec des convulsions, il y a des moments, elle avait la moitié du corps paralysé et donc ça a duré 7 ans. Elle ne comprenait pas pourquoi à chaque fois qu'elle allait aux urgences, qu'elle appelait, les urgences, elle était toujours, renvoyée chez elle, que personne ne la croyait. Elle en est arrivée à un point où, ne voyant aucune solution et comme elle venait d'une famille, catholique, heu, très catholique, elle s'est tournée vers un prêtre, exorciseur, donc elle a subi un exorcisme et ensuite, en fait, elle se rend compte, donc évidemment l'exorcisme n'a pas marché, elle était toujours malade et elle a fini par retourner, un jour aux urgences et là, elle est tombée sur un nouveau médecin qui lui a dit que dans son dossier, il y avait, depuis, le début, en fait, la mention d'hystérique. Elle avait été diagnostiquée hystérique, personne ne lui avait dit, mais donc c'était la raison pour laquelle elle n'était pas, écoutée et elle n'était pas crue et donc après, avoir, dit ça à Alix, il lui a proposé de lui passer un électroencéphalogramme qui est vraiment un examen, de base non invasif et ils se sont rendus compte qu'elle était juste épileptique. Enfin, je veux dire juste, c'est très grave, ça peut être très grave, l'épilepsie, mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est un examen, qu'on fait généralement, quand on présente ce genre de symptômes. Donc, l'hystérie avait arrêté, sa parole, en fait, elle était plus crue et comme j'ai donc ce témoignage, je l'avais recueilli pour la série documentaire, mais je suis restée en contact avec Alix et ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est que, sa crise d'épilepsie, en fait, ensuite avait été localisée dans un endroit du cerveau, hem, où elle avait reçu enfant un coup. En fait, elle avait été projetée contre un mur par son père, sur un porte-manteau et donc elle avait encore des radios de ça qu'elle avait montrées au médecin et donc il y avait une corrélation même entre, donc les violences paternelles, les violences médicales, la violence d'un prêtre parce que le prêtre lui dit: «C'est normal mademoiselle, que vous soyez agitée par, une entité, diabolique parce que vous êtes une femme sans enfant, en âge d'enfanter» et certainement que le fait qu'elle ait été lesbienne ait aussi, joué dans la enfin voilà, et aussi pesé dans le diagnostic du prêtre. Donc dans le témoignage d'Alix, il y a plusieurs hystériseurs, il y a un continuum de violence et hem et oui, on se rend compte qu'en fait, toutes ces histoires de sorcières, de possession, d'hystériques, puisqu'à la fin du 19e siècle, quand les femmes, aussi avaient des symptômes qu'on disait, heu, très spectaculaires, donc des femmes qui pouvaient se faire l'arc, ça c'était vraiment
la manifestation la plus impressionnante, mais l'arc d'hystérie, donc elles se tordaient en arrière, elles étaient pleines de convulsions, etc. Donc on voit qu'il y a un continuum entre ces symptômes et les symptômes de possession qu'on a vus au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et en fait, on se rend compte que le paranormal, enfin, le soi-disant paranormal, se fabrique à partir du mal patriarcal, en fait. Et que il y a pas de paranormal, en fait. Ces femmes, en effet, ont des symptômes qui peuvent être spectaculaires, mais elles ont toujours une origine qui est le traumatisme. Je rebondis sur ce que tu dis, donc tu parles de continuum, et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend notamment pour le continuum des violences. Dans ton ouvrage, tu parles du continuum de l'hystérie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu mets derrière ce terme? Oui, j'avais travaillé sur une autre série documentaire il y a 1 an et demi sur les féminicides, qui s'appelle Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes, et qui était une adaptation du livre coordonné par l'historienne Christelle Tarot sur les féminicides. Et elle a forgé le terme de continuum féminicidaire. Et, en fait, donc déjà dans son livre, c'était une énorme somme qui documentait toutes les formes de féminicide depuis des siècles partout dans le monde. Et elle parlait déjà de l'hystérie. Elle aussi, elle faisait le lien avec l'hystérie, mais plutôt l'hystérie du 19e siècle, l'hystérie du passé. Et en fait, ce dont moi je me suis rendu compte, c'est que ces femmes qui vivent des violences conjugales, leur point commun, c'est que toutes ont été traitées de folles, toutes ont été manipulées par leurs agresseurs pour qu'elles passent pour folles auprès de leur entourage et qu'ensuite elles-mêmes doutent de leurs paroles. Et donc c'est pour ça que je parle du continuum de l'hystérie, puisque je le place dans le continuum féminicidaire, en montrant donc, comme je le disais, qu'en fait avant l'hystérie, il y a toujours des violences, et que en fait pendant des siècles les médecins se sont interrogés sur mais d'où vient ce mal spectaculaire et si étrange de l'hystérie qui agite le corps des femmes. Et moi, la déduction que j'en fais, c'est que c'était aussi une manière de cacher, de camoufler les violences qui étaient faites aux femmes, et une manière de les faire taire. Il y a tout un passage dans ton livre qui fait vraiment froid dans le dos où tu cites tout un tas de prises de parole de coupables de féminicide, de coupables de VSS qui justement justifient leur acte par elle est folle, elle est hystérique. Et donc on voit que même aujourd'hui c'est encore très présent dans le vocabulaire de ces hommes pour faire taire et invalider le témoignage de la femme. J'ai rencontré des magistrates du pôle violence intrafamiliale de la Cour d'appel de Paris qui m'ont lu des procès-verbaux dans lesquels elles étaient d'accord avec le fait que, en effet, dans la meilleure stratégie de défense de ces hommes qui sont accusés de violence conjugale, c'est de dire que leur femme était folle, était hystérique, et donc qu'il avait fallu la calmer, la redresser. Donc, en creux, ça voulait dire que c'était bien normal qu'il y ait eu des coups, pour la contenir, quoi. Et donc, je commence le livre effectivement par des extraits de ces procès-verbaux. Et ce que je trouve incroyable, c'est que vraiment tous ces hommes disent exactement la même chose. Et c'est ça, moi, qui m'a saisie dans cette enquête. Ce qui m'a frappée, c'est comment c'est possible que tous ces hommes qui ne se connaissent pas, qui ne viennent pas des mêmes classes sociales, qui n'ont pas le même âge, etc., mais qui ont en commun d'être des agresseurs, aient en tête que le fait de dire qu'une femme est hystérique et folle, ça va être la meilleure façon de se défendre. Et en fait, ce qui est tragique, c'est que la stratégie de l'agresseur peut être reprise par la justice ensuite. En fait, une femme qui a été victime de violences pendant des années peut développer des troubles psychiques, des symptômes de stress post-traumatique, en fait, qui devraient plutôt alarmer les experts, les policiers sur justement des violences subies. Et au contraire, ça se retourne contre elles, et très souvent, elles ne sont pas crues. Et donc, dans les expertises qui sont réclamées lors de ces procès, en fait, parfois, les experts adhèrent à la stratégie de l'agresseur en disant qu'en effet, madame présente des traits hystériques, madame présente une personnalité histrionique qui est, en fait, l'histrionisme, le trouble de la personnalité histrionique a remplacé l'hystérie dans le DSM, qui est donc le manuel de base des psychiatres partout dans le monde, quasiment partout dans le monde. Mais ça veut bien dire la même chose, c'est exactement la même étiologie. Histrionique, ça vient de histrion, qui veut dire comédien, comédienne. Donc c'est bien le fait de simuler, de jouer, de surjouer
une douleur, une tristesse, etc. Et donc, c'est ça qui est terrible avec l'hystérie. C'est pour ça que je disais que au bout du continuum, potentiellement, il peut y avoir la mort des femmes, que ce soit le suicide ou le féminicide, puisque si ces femmes ne sont pas crues et qu'ensuite les institutions les maltraitent à nouveau, eh bien, potentiellement, ça laisse libre cours aux agresseurs pour continuer d'être violents. Tu disais au 19e siècle, voilà, il y a des violences sexuelles et sexistes qui conduisent à décompenser une hystérie. Et bon, et c'est un peu l'éléphant dans la pièce quand on regarde ce que dit Charcot, ce que dit Freud. Quand tu dis ça avec des yeux du 21e, tu dis l'évidence, c'est qu'elles sont probablement incestées, violées, et voilà. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, on est quand même plus tout à fait au 19e siècle. On est au 21e. Et du coup, est-ce que tu as une hypothèse pour essayer de comprendre que ce qu'on voit bien comme étant l'éléphant dans la pièce au 19e, au 21e, on ne se le prend pas en pleine figure? Ça me paraît d'autant plus curieux que tu évoques des institutions, par exemple la justice, qui sont des institutions qui sont largement féminisées aujourd'hui. Voilà, on sait bien que femme, ça ne veut pas dire féministe, mais quand même, ces magistrates, elles sont des femmes et l'institution médicale aussi, elle est largement féminisée aujourd'hui. Et pour autant, cette catégorie diagnostique, elle continue de fonctionner, d'être maltraitante, de faire écran à des vraies prises en charge. Comment tu comprends cette persistance alors que quand même, d'un siècle au suivant, il s'est passé 2-3 choses en termes d'évolution de droits des femmes qui auraient pu permettre d'être optimiste, quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi comme titre Sortir de la maison hantée, qui est une image. Parce qu'en fait, moi, je pense que on n'arrive pas à se. Enfin, ça nous colle à la peau, quoi, l'hystérie. Et que je pense que ces représentations de femmes folles, il y en a tellement qu'en fait, on a toutes et tous adhéré collectivement à cette histoire de l'hystérie. Et en fait, quand j'en parle autour de moi, il y a plein de gens qui pensent que l'hystérie existe. Enfin, je pense qu'on n'est pas du tout. Enfin, il y a vraiment une éducation à faire sur le sujet. Et la première question qu'on me pose quand je dis que je travaille sur l'hystérie, c'est oui, mais ça existe comme maladie. Donc en fait, certes, ça a disparu du DSM, mais ça, personne ne le sait. Et donc, c'est comme ça un mot un peu fantôme. On ne sait pas si ça existe, si ça n'existe pas. Les médecins ne le savent pas, enfin, le savent et le savent pas eux-mêmes, puisqu'ils disent non, mais on l'utilise plus. Enfin, si, on utilise le trouble de conversion hystérique. C'est vrai qu'on voit des troubles hystériformes. C'est sûr que. Enfin, en fait, donc, ils l'utilisent. Donc, je pense que c'est très, très puissant, en fait, toutes ces représentations de femmes folles. Dans le livre, je parle aussi de la littérature, du cinéma. Ces femmes en crise qui convulsent, en fait, dans les films d'horreur, c'est aussi pour ça que je parle de la maison hantée. En fait, on ne voit pas d'équivalent chez les hommes. On ne voit pas d'exorcisme d'hommes. Enfin, ça n'intéresse personne. En fait, on veut voir des corps de femmes à la fois qui font peur et qui sont ultra sexualisés. Et donc, je pense que ces images de l'hystérie du 19e siècle, c'est pour ça aussi, je pense que le livre et le film Le Bal des Folles, ça a fonctionné, en fait, parce que c'est bien que c'est pas une histoire complètement passée. Je pense que c'est pour ça que ça nous intéresse encore. Et en effet, quand on regarde dans ce que disaient, dans ce qu'écrivaient les acolytes de Charcot, donc on voit bien que non seulement toutes ces femmes avaient été victimes, presque toutes ces femmes, enfin, quand on regarde, presque toutes ces femmes avaient été victimes de violences sexuelles de leur employeur, de leur tuteur, de leur père, etc. Mais en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que ensuite, il y a une reproduction de la violence des médecins sur les patientes. Et en fait, quand aujourd'hui on regarde avec un regard féministe et avec un nouveau regard sur les violences médicales, gynécologiques, obstétricales, en fait, on se rend compte que ces hommes, non seulement hypnotisent, mais droguent et donc pratiquent des actes médicaux. Alors que les femmes sont inconscientes, et y compris voilà, des touchés vaginaux, des cautérisations du col de l'utérus, enfin, vraiment des actes qui relèvent même des mutilations et de la torture. Donc peut-être le plus connu, c'est ce truc de ceinture de compression ovarienne qui est déjà super violent parce qu'on estimait, et donc ça je les retrouve aussi, un médecin aujourd'hui, une médecin me dit qu'elle a vu dans ses études son maître de stage lui a montré comment calmer une hystérie en appuyant sur les ovaires d'une patiente. Donc, c'est vraiment exactement. J'ai l'impression que c'est vraiment exactement la même histoire qui se rejoue. Donc, des femmes qui ont été victimes de violences, qui sont ensuite pas crues et qui sont ensuite à nouveau victimes de violences médicales et psychiatriques.
J'ai l'impression, un des gros succès littéraires de l'an dernier, c'est Moreno et Elisabeth Daniel, qui parle donc de son grand-mère où elle a mené l'enquête, qui a été une des premières femmes lobotomies en France. Je suis désolée, hein, c'est pas la meilleure soirée pour moi en termes de voix, mais sinon en termes de sujet, oui. Et j'ai l'impression, ça a été un succès énorme pour un premier roman, c'était assez inattendu. Je me dis, entre ce livre-là, le tien, on arrive à une phase où, en fait, on a tous des images ou des personnages, ou des personnes, pardon, folles hystériques dans nos familles, dans nos imaginaires. Et on arrive au moment où on a envie d'aller vers elles, on a envie de les comprendre et de plus en avoir peur. Parce que je pense que la peur de la folie chez la femme, elle est beaucoup plus présente que chez l'homme. Oui, c'est sûr. Là, dans ce livre, je termine le livre en racontant mon histoire. Ce que j'avais pas fait dans la série documentaire, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de dire je et dans mon travail de journaliste, je laisse plutôt la parole aux autres. Donc pour l'instant, je l'avais pas fait. Mais finalement, j'ai raconté mon histoire parce que je me suis rendu compte que ce qui m'avait mené à ce sujet, c'était mon histoire familiale. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu terminer le livre pour nous inciter toutes et tous à poser la question dans nos familles. À Delion, c'est pareil en fait, la lobotomie de son arrière-grand-mère, tout le monde le savait. Et le caractère colérique, hein, c'est comme ça qu'il est présenté au départ de cet arrière-grand-père, tout le monde le sait aussi, mais c'est comme s'il n'y avait pas de lien qui pouvait être fait entre un homme violent, un homme colérique, un agresseur et la psychiatrisation d'une femme. Et en effet, je pense que on est toutes hantées par des fantômes dans nos familles, de femmes qui jusqu'à présent étaient juste des folles qui faisaient peur et on avait très peur d'ouvrir cette porte parce qu'on avait peur que ça nous tombe dessus en fait. C'est sûr que c'est comme un peu une peur d'une malédiction qui plane au-dessus de nos têtes, cette peur d'une folie héréditaire qui se transmettrait de femme en femme. Et quand on commence à comprendre, ce que je disais tout à l'heure, quand on commence à comprendre qu'en fait, en posant la question de qu'est-ce qui s'est passé avant, et bien en tout cas moi dans mon cas, j'ai trouvé à nouveau le continuum de l'histoire. Au début, vous avez dit que vous alliez poursuivre vos recherches et pour déboucher sur quoi? Un film, un théâtre? Qu'est-ce que vous avez en tête? Un autre livre? Je sais pas trop pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai d'autres documentaires radio qui sont prévus sur le sujet. Là, en ce moment, pour changer, je fais un épisode des Pieds sur Terre sur le gaslighting. Donc, voilà. Et donc, je recueille à nouveau des témoignages, mais c'est pour ça que je dis que je vais continuer à travailler sur le sujet. En fait, maintenant, ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet. Je recueille beaucoup de témoignages. J'ai aussi envie de travailler sur la question des électrochocs. Le fait que les électrochocs, en fait, en France, soient pas du tout une pratique contestée. Enfin, moi, ça m'interroge, sachant en plus que la majorité des personnes qui sont électrochoquées, ce sont des femmes, à 65%. Donc, j'ai envie de me pencher sur le sujet, sachant que ces femmes, en fait, on se rend compte que souvent, elles ont été victimes de violences sexuelles. Donc, j'ai plusieurs sujets comme ça, le suicide forcé, le gaslighting et les électrochocs sur lesquels j'ai envie de me pencher pour continuer ce travail. Parmi les figures qui sont marquantes, il y a effectivement la figure du médecin qui est agacé par sa patiente et qui fait un diagnostic d'hystérie un peu par agacement. Et il y a notamment un diagnostic que j'ai trouvé assez incroyable. C'est le diagnostic de folie lucide. C'est un diagnostic que pose le médecin quand il voit aucun symptôme psychiatrique, mais qu'il est persuadé que la patiente est folle. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce qu'il y a derrière tout ça? Oui, alors là, c'est un cas que je cite, le cas d'une femme qui s'appelait Ercide Rouy, qui était une grande pianiste sur laquelle Yannick Ripa a écrit un livre, une biographie. Donc, c'est l'historienne Yannick Ripa. Il y a même eu un film l'année dernière, je crois qu'il s'appelle Captive, mais je suis plus sûre. C'est ça. Donc, effectivement, qui était une pianiste très, très douée, très brillante, mais qui était une femme seule et sur laquelle son frère voulait s'accaparer son héritage et donc il l'a fait passer pour folle et il l'a fait enfermer, ce qui est aussi un peu le cas de Camille Claudel. Enfin, c'est des histoires qui se ressemblent souvent et en effet, elle reçoit le diagnostic de folie lucide. Donc le médecin dit bien que tout laisse à penser qu'elle n'est pas folle, mais en fait, elle l'est quand même. Et en effet, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans les diagnostics d'hystérie ou d'histrionisme, puisque les femmes sont sans cesse soupçonnées
de cacher quelque chose, en fait. C'est ça l'hystérie, c'est que, en fait, depuis le début, l'hystérie est rattachée, reliée à l'utérus, donc c'est l'étymologie. Mais en fait, il y a vraiment cette idée que les femmes portent en elles un mal dont elles n'ont même pas idée. Elles ne savent même pas par quoi elles sont agitées. Donc, ce sont des menteuses, des simulatrices, mais malgré elles. En fait, il y a un peu elles sont même pas agentes, en fait, de cette manipulation. C'est quelque chose de l'ordre euh, voilà, d'une entité qui s'emparerait d'elles, que ce soit leur utérus ou ce que je disais tout à l'heure, le diable, puisqu'il y a il y a ce lien entre la possession et l'hystérie féminine. Et d'ailleurs, dans le dossier d'Ercilie Rouy, tu dis que le médecin écrit se dit pianiste, alors que bon, elle était pianiste et compositrice reconnue à l'époque. Oui, bah, justement, l'historienne que je citais a répertorié les motifs d'internement des femmes à cette époque, au milieu du 19e siècle. Bon, déjà, elle précise bien qu'à cette époque, 80% des placeurs étaient des hommes, en majorité les maris et les pères. Et donc, il n'écrit pas, dit que parmi ces motifs d'internement, on retrouve le trouble de l'ambition pour les femmes. Voilà. Tu parles aussi du concept d'historisme révolutionnaire. L'hystérie, ça a été diagnostiqué pour Rolande de Gouges, mais aussi chez les suffragettes, chez Kamala Harris plus récemment, chez Mounia M, la mère de Naël. Tu parles aussi du mouvement Femmes, Vie, Liberté, dont certaines militantes en Iran ont été internées. C'est un outil qui est... c'est un outil de silenciation, mais y compris politique. Oui, en fait, je pense que c'est difficile de trouver des femmes politiques qui n'aient pas été pathologisées. Je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait, quand on regarde l'histoire des mouvements féministes, ou même pas des mouvements féministes, des femmes qui ont voulu s'engager en politique. En effet, de Olympe de Gouges à Théroigne de Méricourt, qui était sa contemporaine, qui a été internée, et chez qui les médecins ont cherché, après sa mort, les traces les traces dans son cerveau de la raison pour laquelle elle s'était engagée en politique. Mais on le retrouve aussi Louise Michel avait été aussi traitée d'hystérique. Les suffragettes ont été traitées d'hystérique et ont été envoyées pour certaines à l'hôpital psychiatrique. Donc on retrouve effectivement chez toutes les femmes politiques ce soupçon d'hystérie et de folie pour montrer qu'elles sont juste incapables, en fait, de gouverner, puisqu'elles ne se gouvernent pas elles-mêmes, et qu'elles sont, voilà, c'est leur corps qui les agit. Donc et en effet, je parle du mouvement Femmes, Vie, Liberté, puisque ces dernières années, enfin depuis le début du mouvement il y a 3 ans, en fait, au début, les militantes étaient envoyées en prison, comme les hommes, et progressivement, elles ont été envoyées à l'hôpital psychiatrique pour dépolitiser complètement l'engagement des femmes, ce qu'on ne trouve pas, en tout cas ce qu'on trouve beaucoup moins chez les hommes. Et, et donc, aussi parce que le régime a peur que les femmes entre elles se fédèrent, et notamment autour de Narges Mohammadi, qui est prix Nobel de la paix, et donc qui est engagé contre le régime iranien. Et donc, la meilleure façon qu'ils ont trouvé d'empêcher qu'elles se politisent et qu'elles fassent la révolution, c'est de les psychiatriser. Et j'ai interviewé notamment une femme qui s'appelle Razal, dont le mari a été assassiné par le régime sous ses yeux. Et en fait, quand elle le dit, quand elle commence à contester, ils ne l'emmènent pas en prison, ils la font passer pour folle, et elle est sédatée, et elle ne sait même pas ce qui s'est passé, en fait, pendant ces jours d'internement. Elle ne sait même pas si elle n'a pas été victime de violences sexuelles. Encore une fois, c'est la même histoire. Et elle dit qu'elle-même, à la fin, à force de subir des interrogatoires, à force qu'on lui dise qu'elle était folle, et à force de prendre des médicaments, elle a fini elle-même par se demander si elle ne devenait pas folle. Donc c'est vraiment toujours cette même stratégie. Et ce qui est pas mal en plus, c'est qu'à la fin, les agents du régime ont fini par lui dire mais en fait, c'est pas toi qui l'as tué, ton mari. Donc en termes de gaslighting, c'est pas mal. En termes d'inversion de la culpabilité, en fait, ils lui ont fait comprendre que si elle continue à parler, c'est elle qui serait accusée de meurtre. Et ce terme d'hystérique, moi, je le vois de plus en plus repris de manière positive et joyeuse par des féministes, notamment en manif, sur les pancartes, etc. Quel est, toi, ton regard là-dessus? Est-ce que c'est une bonne chose, finalement, qu'on réutilise ce mot, ou est-ce que c'est lié à tellement de douleur et tellement de traumatisme qu'il faudrait pas s'en servir comme ça?
Oui, c'est vrai que je l'ai vu sur les plusieurs pancartes. Nous ne sommes pas enfin, nous sommes des hystériques révolutionnaires, nous sommes historiques, etc. Enfin, des jeux de mots autour de hystérique et historique, par exemple. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est trop tôt pour retourner le stigmate, dans le sens où c'est encore tellement vivace que j'ai l'impression qu'il faudrait d'abord s'en décoller avant de pouvoir retourner ce stigmate. Alors moi, j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à dire je suis hystérique. Devant la justice ou devant un médecin, je suis pas sûre que ça me serve malheureusement. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question déjà de cette histoire de est-ce qu'on retourne le stigmate ou pas. Et si on compare avec les sorcières, je trouve ça beaucoup plus facile aujourd'hui de retourner le stigmate de la sorcière parce que c'est quand même, en tout cas en France, une histoire passée. On ne brûle plus les femmes parce qu'elles sont des sorcières. En revanche, voilà, comme je le disais, les femmes sont condamnées enfin, sont abandonnées par la justice et les institutions parce que hystériques. Donc j'ai l'impression que c'est un peu tôt pour pouvoir s'en emparer c'est comme un emblème révolutionnaire. Il y a quelque chose qui est limpide à la lecture et qui l'est pas forcément en fait quand on pense à l'hystérie. Mais c'est vraiment le lien que tu fais entre l'hystérie et le fait que ce soit un outil de contrôle social. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au tout début de ton travail de recherche ou est-ce que c'est quelque chose dont tu as fait le constat plus au fil du temps Comme le point de départ de cette recherche, enfin, j'avais quand même, comme je le disais en tête, ces femmes politiques qui sont, enfin, à qui des confrères ou des journalistes peuvent dire qu'elles sont hystériques ou qu'il faut qu'elles se calment ou qu'il faut qu'elles prennent un verre d'eau. Donc j'avais quand même conscience que c'était quand même une manière encore de les contrôler et en fait, qui est quand même assez efficace parce que quand on pense à au fameux débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'il était misogyne et qu'il n'aurait pas dû dire ça à Ségolène Royal, que c'était quand même déplacé, néanmoins, moi j'ai l'impression que Ségolène Royal, c'est lui a quand même bien collé à la peau cette image ensuite d'hystérique, donc de pathologisation de sa colère. Et pourtant, quand on regarde vraiment, quand on regarde les archives de ce débat, on voit qu'elle est très calme en fait, qu'elle argumente enfin, chiffres à l'appui puisqu'elle avait travaillé sur le sujet en plus de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et lui dit n'importe quoi en face. Mais finalement, à partir du moment où il a posé son diagnostic d'hystérie, et ben finalement, ça l'a quand même condamné à garder cette image. Donc oui, je pense que dès le début, je sentais que c'était quand même une manière encore de nous contrôler, mais j'avais pas idée à quel point. À quel point et dans autant de sphères, autant d'endroits différents. Parce qu'il y a dans la vie conjugale, il y a dans la vie politique. Enfin, c'est assez. Tu mets le doigt sur un sujet qui, à la base, on pense que ça va. À la base, on commence ton livre en se disant ça va être sur le sujet vraiment médical et on se rend compte qu'en fait, non, c'est partout. Oui, bah, j'ai aussi dans le livre, je reviens sur les témoignages enfin les récits, pardon, laissés par des autrices ou des artistes qui ont été internés et qui ont gardé cette image de folle dans l'imaginaire collectif, donc qui commence à être réhabilitée. Enfin, je suis pas du tout la première à le faire, mais donc je cite la poétesse Sylvia Plath, sur laquelle j'avais fait un documentaire avant, il y a quelques années. Mais aussi Niki de Saint-Phal, Camille Claudel, Marilyn Monroe. En fait, il y a vraiment énormément de femmes artistes qui font partie de notre matrimoine, qui ont été internées et qui, en fait, quand on regarde dans leur histoire, elles ont presque toutes été victimes de violences sexuelles, que ce soit Virginia Woolf ou Marilyn Monroe ou Niki de Saint-Phal. En fait, elles ont été victimes d'inceste pour la plupart ou de violences sexuelles dans l'enfance pour le cas de Marilyn Monroe, parce qu'elle était orpheline. Enfin, ouais, c'était pas son père, mais c'était la personne chez qui elle était placée. Mais en fait, à chaque fois qu'on regarde derrière une femme, et donc y compris ces femmes qu'on connaît, on trouve des hystériseurs encore. En effet, c'est vraiment c'est dans toutes les sphères. Il y a un chapitre assez fascinant sur l'hystérie de masse, où du coup tu décris ces phénomènes où dans tout un village ou dans toute une institution ou voire enfin, même un pays, il y a des symptômes de l'hystérie, même si c'est pas le bon terme à utiliser parce que ça n'existe pas vraiment, mais on se comprend. Et tu dis en fait, ben, ces femmes-là, elles sont exposées au même traumatisme. Et donc on a comme ça des hystéries de masse parce qu'elles vivent les mêmes choses.
Oui, en fait, je cite autant des cas contemporains qu'un exemple, par exemple, à la fin du 19e siècle, où il y a une possession, une épidémie de possession à Morzine, donc en France, dans les Alpes. Et en fait, donc il y a plein de jeunes filles qui, au moment de passer leur première communion, ont commencé à trembler, à convulser, et ça a été contagieux, ça s'est propagé à tout le village, et toutes les filles du village sont mises à avoir les mêmes symptômes. Et en fait, on se rend compte quand on regarde derrière ces crises de possession que non seulement c'était des femmes qui étaient abandonnées par leur conjoint parce que ils partaient travailler dans une autre vallée, donc c'était des femmes qui travaillaient énormément, qui étaient dans des situations de précarité, voilà, mais en plus qui auraient potentiellement eu des violences sexuelles commises par le prêtre qui faisait, heu, qui donnait ce sacrement. Donc ça, c'est pour un cas passé, mais en effet, je me fonde aussi sur des recherches qu'a faites la photographe Laia Abril, qui est une photographe espagnole, et il y a eu une exposition l'année dernière à Paris sur les hystéries de masse, qui s'appelle On Mass Hysteria. Elle a gardé le terme d'hystérie de masse, mais donc dans le sens hystérique collective et massive, on peut justement retourner, donc dans l'idée de retourner le stigmate. Et les différents cas qu'elle répertorie, en fait, on se rend compte que effectivement, ce sont des femmes qui ont vécu pour la plupart des violences dans l'enfance. Et donc, c'est un mal qui se propage parce qu'elles ont en commun un même traumatisme à l'origine. Mais c'est aussi ce qu'on a vu justement en Iran, en Afghanistan ces dernières années, où il y a pu y avoir des épidémies aussi on n'a pas dit de possession, mais des femmes qui tombaient dans les pommes. Et en fait, on se rendait compte qu'il n'y avait pas forcément, elles disaient avoir été gazées, mais en fait, elles n'avaient pas forcément, on n'est pas sûr qu'elles aient été gazées, mais peu importe, disent aujourd'hui les militantes pour les droits des femmes en Iran et en Afghanistan. En fait, elles sont tellement victimes d'oppression que c'est ça ce qu'il faut regarder, qu'en fait, les symptômes, c'est le corps qui réagit à une oppression et à des violences constantes. Oui, tu dis, les corps en crise exorcisent le trauma, ils racontent par d'autres voix, par d'autres danses, par d'autres chants, ce qui a trop longtemps été étouffé. Oui, mais c'est le point commun de toutes ces femmes au cours de l'histoire, en effet, c'est que le corps, à un moment donné, va avoir des symptômes dits ou considérés comme étranges, qu'on voit encore en fait à la Salpêtrière aujourd'hui. On voit presque les mêmes symptômes qu'à la Salpêtrière à la fin du 19e siècle. Donc, je finis vraiment cette histoire avec ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles neurologiques fonctionnels. Mais donc, en fait, on pourrait dire hystérie, c'est vraiment les symptômes hystériques de la fin du 19e, où on voit des femmes qui sont... alors, c'est pas que des femmes, c'est à 80% des femmes, mais ce ne sont pas que des femmes non plus. Mais donc, des personnes qui, du jour au lendemain, ont des symptômes étranges, donc vont ne plus pouvoir marcher, ou alors boiter, ou alors perdre la vue. Et jusqu'à présent, on considérait que c'était une fausse maladie, qu'elle simulait parce qu'on ne voyait pas de traces dans leur cerveau. Enfin, quand on faisait quand les médecins faisaient des examens, ils ne voyaient pas ils n'arrivaient pas à localiser le mal dans le corps. Et en fait, on se rend compte que toutes ces personnes ont vécu à nouveau des violences. Donc, c'est le point commun aussi qu'elles ont avec les patientes de la fin du 19e siècle. Mais en effet, c'est vraiment le corps qui parle. Il y a quelque chose qui m'a surprise. Donc dans l'essai, tu racontes qu'il y a une rubrique sur le site de l'Église catholique qui s'appelle Comment en arrive-t-on à avoir des démêlés avec le diable, et qui s'appelle aussi Comment en arrive-t-on à devoir affronter le diable. Donc c'est vraiment, du coup, je suis allée voir, et c'est vrai qu'effectivement, il y a une FAQ sur le site de l'Église catholique avec tout ce qui a un rapport avec le diable. Comment t'es tombée là-dessus, si tu t'en rappelles? Ouais, non, mais justement, parce que comme je commençais à voir que je retrouvais l'exorcisme dans cette histoire de l'hystérie, je me suis demandé si c'était si c'était, pas anecdotique, mais c'était quelques personnes ou si c'était beaucoup plus massif. Et donc, comme les personnes que j'ai rencontrées ou dont on m'a raconté l'histoire et qui figurent pas forcément dans le livre, mais toutes avaient été victimes de violences avant, j'ai voulu voir ce qu'en disait l'Église catholique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique propose un exorcisme, notamment aux personnes qui ont été victimes de violences dans l'enfance. Parce qu'ils disent qu'il y a ça crée comme je sais plus comment ils le disent, mais comme une porte d'entrée pour le mal, en fait. Donc c'est bien parce que
donc ces personnes ont été victimes de violences et par la suite, elles sont possédées par le diable et donc il faut répéter la violence par un exorcisme. Mais encore, il y a 2 jours, on m'a parlé d'une femme, pareil, qui avait été exorcisée alors qu'elle avait vécu des violences. Enfin, je pense que moi, c'est beaucoup plus massif qu'on ne le croit. On pense que c'est une histoire passée. Alors, on sait que ça se pratique encore, mais on pense que c'est marginal, alors qu'en fait, moi, je n'ai pas cherché l'exorcisme. Et c'est venu à moi, en fait, ces histoires d'exorcisme et de possession. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à l'origine. C'est en rencontrant Alix. Il y a une autre femme aussi qui s'appelle Anna et qui a grandi aux États-Unis dans une famille d'évangélistes. Et elle aussi, ses parents lui ont proposé un exorcisme parce que elle avait des symptômes très étranges. Elle avait en fait de l'endométriose. Donc voilà. Oui, tu as établi un lien aussi avec des maladies comme l'endométriose qui sont pas nécessairement liées à des traumatismes, mais c'est des maladies qu'on découvre seulement et qu'on en a mis beaucoup de temps à comprendre, qu'on comprend toujours pas d'ailleurs. Moi, j'avais aussi envie de parler du fait qu'il y a des illustrations dans ton livre, il y a des photos avant chaque grand chapitre. Et donc, c'est souvent des photos justement de femmes malades dans enfin, les anciennes photos comme on les imagine, des hystériques justement de la Salpêtrière. Et il y en a une qui m'a fait beaucoup de bien, qui arrive à la fin, qui illustre sa conclusion, qui est l'œuvre d'une peintre française qui s'appelle Apollonia Sokol. Et où là, c'est donc une peinture d'une femme qui est en position arquée, mais entourée de femmes autour d'elle. Je sais pas si tu as envie de parler de ce tableau ou de pourquoi tu as voulu illustrer. J'ai voulu illustrer le livre parce que justement, j'ai essayé de trouver des représentations qui ne resexualisent pas les femmes, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'ouvrages sur l'hystérie qui, à mon sens, parfois respectacularisent et resexualisent les femmes donc, dans ces postures dites hystériques. Et donc, j'ai essayé de trouver plutôt des illustrations où soit on comprend très bien que c'est le regard des médecins qui est posé sur elle et on les voit. Il y a aussi une photo d'une dame qui est en crise de tarantisme, donc d'hystérie, c'est la même chose donc dans le sud de l'Italie dans les années 60-70. Et on voit, il n'y a que des hommes autour d'elle, elle est allongée en crise et il y a une centaine d'hommes qui la regardent. Donc, donc pour moi, ça me semblait très fort comme image. Et en effet, à la fin, j'ai choisi une illustration une peinture d'Apollonia Sokol. Et j'avais déjà vu ces toiles. Et en fait, j'ai aussi vu son film. L'année dernière, il y a eu un documentaire sur cette peintre. Et à un moment donné, dans le documentaire, en fait, il y a plein de... Donc, c'est une peintre, une peintre figurative qui fait surtout des peintures de femmes nues, mais dans une position de puissance, quoi, généralement. Avec de l'humour et tout. Et puis à un moment donné, dans le film, en fait, on se rend compte qu'elle est tout le temps... les hommes, ses agents, lui demandent tout le temps de poser, d'être plus sexy, etc. Et à un moment donné, elle se fout à poil, elle fait l'arc d'hystérie. Et donc, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper bien comme retournement parce que je pense que c'est pas du tout l'arc d'hystérie qu'on a envie de voir les hommes. Elle le fait vraiment dans un truc où, enfin voilà, elle court, elle se met nue. Et donc, quand j'ai vu cette toile où, en effet, c'est une femme qui est dans la posture de l'arc d'hystérie, mais pour le coup, qui est dans quelque chose de très puissant, entourée de femmes qui semblent la soigner et l'accompagner. Pour moi, c'est exactement l'idée d'une réparation collective et aussi de l'humour, de se dire en fait tout ça quand même un peu, on se moque de nous, cette fiction à laquelle on a cru depuis toujours. En fait, on s'est moqué de nous et maintenant faut qu'on retourne cette histoire et qu'on raconte la nôtre. Dans ton essai, il y a donc des témoignages actuels, des références historiques, mais il y a aussi énormément de matière artistique. Rien que pour Augustine, qui est la patiente fétiche de Charcot, la plus connue, tu cites à peu près une dizaine d'œuvres auxquelles on peut se référer pour plonger dans son histoire. Et du coup, ma question, c'était sur toute cette matière artistique que tu as explorée pendant l'écriture. Est-ce qu'il y a une rencontre artistique qui t'a plus marqué qu'une autre et que tu aimerais nous partager Oui, donc effectivement, il y a beaucoup de représentations de l'hystérie. En fait, je me suis rendu compte que en travaillant sur ce sujet, j'ai plutôt relu ou revisité des films ou des représentations avec lesquelles j'ai grandi et vécu jusque-là. Donc, je cite aussi bien des œuvres que j'ai pas particulièrement envie de vous recommander, comme Autant n'emporte le vent, où en effet, je parle de ces
figure de femme hystérique et ces stigmatisations racistes aussi du personnage de la domestique dans le film. Mais j'ai aussi des références d'autrices, notamment d'autrices comme ça. Je pense, oui, enfin, s'il y a vraiment une œuvre que que j'ai envie de recommander, j'ai été particulièrement touchée par l'œuvre de Janet Frame, qui est donc une romancière, enfin une écrivaine romancière qui a été internée et qui a échappé à la lobotomie de justesse. Elle a été internée pendant une dizaine d'années et donc elle a écrit un livre qui est devenu un film assez connu de Jane Campion qui s'appelle Un ange à ma table. Donc elle a écrit son autobiographie Un ange à ma table. Elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Visage noyé qui raconte qui raconte son expérience en hôpital psychiatrique que je trouve absolument magnifique. Donc je dirais elle, parce que je la trouve pas si connue et que je trouve ça incroyable qu'elle ait échappé à la lobotomie. En fait, elle a échappé à la lobotomie parce que le médecin qui la suivait a découvert dans la presse qu'elle avait reçu un prix littéraire. Donc en fait, tout à coup, il a dit ah bah la lobotomie est annulée parce que voilà, on s'est rendu compte qu'en fait vous étiez brillante. Mais donc c'était programmé et ça devait arriver quelques jours plus tard. Et j'ai aussi découvert l'œuvre de la poétesse Unica Zorn, qui a écrit notamment un court livre qui s'appelle Printemps sombre. Et donc, c'est une poétesse qui s'est suicidée et qui avait été victime d'inceste. Et j'aime vraiment beaucoup ce court livre Printemps sombre. Mais bon, enfin, c'est clair que je pourrais en recommander plein des autrices. J'en cite beaucoup dans le livre. Et évidemment, Sylvia Plath, qui m'accompagne, enfin, dont les journaux m'accompagnent depuis des années maintenant. J'en profite peut-être pour revenir sur un sujet que tu abordes beaucoup, qui est celui de la lobotomie, et notamment une figure, le psychiatre Freeman, qui a lobotomisé Rosemary Kennedy, et dont l'histoire, je ne sais pas si tu as envie de la raconter, mais en fait, c'est un tueur en série, quoi. Enfin, c'est terrifiant. Oui, donc effectivement, je raconte l'histoire de Rosemary Kennedy, qui a toujours été dans la famille Kennedy un peu le vilain petit canard. C'était une jeune femme qui aspirait à beaucoup plus de liberté que ses frères et sœurs. Elle rentrait pas dans le carcan. Elle était aussi assez séductrice. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que sa famille elle l'apercevait. Elle débordait du cadre. Elle n'était pas scolaire. Donc en fait, elle est gênée. Mais une hypothèse qui a été posée aussi, c'est qu'en fait, elle aurait potentiellement été victime d'inceste de son père pour changer. Et donc, il a décidé dans le plus grand secret, en disant à personne de sa famille, et ça a été un secret pendant des années, que de la faire lobotomiser par Walter Freeman. Et ensuite, elle a fini sa vie. Je crois qu'elle a vécu encore 30 ou 40 ans. Enfin, elle est morte assez récemment, en fait, dans les années 2000, il me semble. Mais elle est morte, en fait, toute seule dans un hôpital psychiatrique dont elle n'est jamais sortie. En fait, à partir du moment où elle a été lobotomisée, et bien, en fait, c'est devenu un fantôme, quoi. Elle marchait, on dit qu'elle marchait avec la tête penchée sur le côté et qu'elle n'a plus jamais parlé. Et personne de sa famille n'est allé la voir, la demander où elle était. Et en effet, Walter Freeman s'était spécialisé dans la lobotomie en série, on pourrait dire ça comme ça. Il allait de ville en ville avec dans un premier temps un locotom, puis après avec un pic à glace. Donc il passait par les orbites et d'un coup, voilà, donc il sectionnait certains filaments. Et donc il a aussi bien lobotomisé des femmes que des enfants. C'était majoritairement des femmes et des enfants. En fait, on a très peu de statistiques sur la lobotomie, mais les quelques chiffres qu'on a disent qu'en tout cas en France, c'est à peu près 85% de femmes. Et, et voilà, donc en fait, Walter Freeman, et à la fin, c'est même vraiment incroyable, quoi. Il appelait ça la lobotomobile, donc il circulait avec sa voiture et il lobotomisait à tour de bras des femmes pour quelques dollars. C'était Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour Rosemary Kennedy, par exemple, il avait promis qu'il ferait d'elle un véritable petit animal domestique. Donc, en fait, on se rend compte qu'évidemment, le but, c'était de contenir ces personnes qui dérangeaient.
Et selon toi, et c'est une question que tu poses dans le livre, pourquoi est-ce qu'on retient la folie des femmes plutôt que la violence des hommes qui est inouïe et que du coup on perçoit bien en lisant ton essai? C'est une grande question Oui, voilà, qui appelle une grande réponse. c'est qui clôt le livre, en effet. Enfin, moi, ce qui m'a saisi en enquêtant sur cette histoire, c'est de me dire, mais en fait, pourquoi on n'a pas plus peur des prêtres exorciseurs, des lobotomiseurs, des exciseurs, des hystérectomiseurs, que de cette image de femmes folles, de fantômes dans le grenier, de femmes qui seraient possédées. Qu'est-ce qui fait qu'on a adhéré à cette version de l'histoire? Et je termine sur le cas de Dylan Farrow, donc la fille de Woody Allen, qui a dénoncé juste après les faits l'agression sexuelle qu'a commise sur elle Woody Allen. Et en fait, ni elle ni sa mère, donc Mia Farrow, n'ont été crues. Et aujourd'hui, Woody Allen va sortir un livre là, en France. Enfin, il est publié en France, il sort encore des films. Et je me demande pourquoi on n'a pas cru cette petite fille, alors qu'en fait, il y a un documentaire en 4 heures, au moins 4 heures, qui a été diffusé il y a 2-3 ans, qui est vraiment implacable, qui montre toute l'enquête où la petite fille dit à sa mère, et c'est filmé, et c'est retranscrit, et son entourage le dit, et son frère le dit, et la babysitter qui l'a gardé le dit. Tout le monde disait qu'il avait un comportement déplacé avec sa fille, qu'il, euh, qu'on l'avait vu souffler sur ses cuisses alors que voilà, elle portait pas de culotte. Enfin, vraiment des trucs qui sont absolument accablants. Lui-même avait reconnu qu'il avait un problème, donc il est allé voir un psychologue pour traiter ses problèmes avec sa fille. Et lorsqu'elle dénonce le fait, enfin, cet inceste dans le grenier, c'est aussi pour ça que je file cette métaphore de la folle dans le grenier, puisque on a elle a été complètement discréditée. C'est une jeune femme qui a été ultra traumatisée et par l'inceste et par le fait de n'avoir jamais été crue. Et par ailleurs, Mia Farrow aussi, sa carrière s'est terminée au moment où elle a défendu sa fille. Et donc, pourquoi on a eu peur comme ça de ces femmes soi-disant folles plutôt que de ces hommes qui étaient pourtant, enfin, pour le coup, que tout accablé, que tout accusé dans le cas de Woody Allen. Donc, voilà, c'est la question que je me pose. Moi, c'est justement ce qui m'a, je pense, le plus ébahi en lisant ton livre, c'est ce lien vraiment systématique, ce que tu disais au début, en fait, entre l'hystérie et la violence. Et je me demandais si, enfin, moi, ça m'a vraiment fait un effet, ben oui, en fait, une fois qu'on le lit, ça paraît évident et logique, et pourquoi on n'y a pas pensé avant? En fait, on n'y a pas pensé avant. Enfin, est-ce qu'on n'y a jamais pensé avant? Est-ce que toi, ça t'a fait cet effet-là? Est-ce que tu t'es tombé sur quand même des textes ou des gens qui disaient ça, plus ou moins? Enfin, il y a l'histoire de Freud qui est quand même assez édifiante. Et enfin, je me demandais ouais, comment c'était. Bah, en fait, la question de l'inceste, en fait, même quand j'ai fait la série documentaire sur l'hystérie, alors que j'avais quand même travaillé déjà pas mal sur le sujet, je l'avais même pas identifié comme étant central. En fait, c'est venu progressivement. Donc, en fait, je pense que le mécanisme du déni est ultra puissant. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas entendre. En fait, je me suis rendu compte que c'était dans toutes les histoires qu'on me racontait, c'était dans l'histoire que je lisais, et que même moi, en travaillant sur le sujet et en étant convaincue de la nécessité de faire le lien entre violence et hystérie, je n'arrivais pas à voir l'inceste. Et, mais donc, je revisite aussi des histoires enfin, comme celle de Virginia Woolf, où en fait, on sait assez peu qu'elle avait été incestée par ses deux frères. Il n'y a pas vraiment de corrélation qui a été, je trouve, pour l'instant jusque-là, établie entre le fait qu'elle ait été dépressive ou je ne sais pas quel autre diagnostic elle avait reçu, mais donc elle était, euh, en fait, elle a aussi subi ce qu'on appelait la cure de repos. Donc, en fait, ça veut dire que les médecins proposaient à ces femmes dites neurasthéniques, hystériques, dépressives, de rester au lit pendant des semaines, des mois, sans écrire, sans avoir de visite, sans travailler surtout. Donc, c'était quand même aussi une manière de contrôler ces familles qui aspiraient à autre chose qu'à la domesticité. Mais donc, on avait en tête, bien sûr, ce Virginia Woolf qui veut sortir, qui veut avoir sa chambre à soi et sortir de la domesticité. Mais je trouve qu'on ne fait pas assez le lien aussi avec ces violences répétées qu'elle a subies dans l'enfance. Mais c'est pareil, ouais, pour Nikita Saint-Phal ou pour d'autres femmes. Et en effet, maintenant à chaque fois que je me pose la question que je trouve les violences sexuelles dans l'enfance, Moi, je trouve que c'est vraiment un éléphant dans la pièce. D'abord, cette question de l'inceste, parce que
c'était évoqué comme un truc jamais dit. Enfin, il y a peut-être ça vaut le coup de parler du bouquin formidable de Dorothée Lucie qui a montré ça remarquablement. Enfin, dans le berceau des dominations, elle montre comment en fait l'inceste c'est pas un interdit fondamental, contrairement à ce qu'a dit Claude Lévi-Strauss, là, que en fait l'interdit c'est l'interdit de dire, c'est pas l'interdit de faire. Ça, pas moi, j'ai trouvé que c'était une analyse qui était hyper saisissante. Mais l'autre éléphant dans la pièce, depuis tout à l'heure, je sais pas, peut-être il y a que moi qui, enfin moi il y a un mot qui me manque là, c'est patriarcat quand même. Parce que le continuum, enfin tu parles de continuum hystérique, enfin euh, quand tu poses la question de pourquoi est-ce qu'on a peur de la sorcière dans le grenier et pas de... parce qu'en fait, la distribution du pouvoir, elle est faite entre... et que d'un côté, tu as les gens qui ont du pouvoir et de l'autre côté, tu as des oppressés. Et que donc, on n'a pas peur des oppressés, on a peur des... Enfin, on devrait avoir plus peur des oppresseurs qu'on en a peur, mais... Oui, absolument. Enfin, c'est sûr que l'histoire, elle a été racontée par ceux qui avaient la possibilité de le faire. Donc, enfin, les médecins étaient jusqu'à présent des hommes, les hommes politiques étaient des hommes, les écrivains étaient des hommes, donc enfin, l'histoire a été racontée par les hommes. Donc ça, c'est sûr que, bien sûr que c'est, enfin, ce que je disais à un moment, c'est le mal patriarcal. C'est clair que les hystériseurs, c'est ça. Mais en effet, enfin, aussi, juste pour revenir au berceau des dominations et à l'inceste, ce ne sont jamais des personnes qui ne l'ont pas dit. Enfin, c'est toujours ce truc, c'est qu'en fait, c'est pas comme si on ne le savait pas. On le savait, c'est juste qu'effectivement, il y a cet interdit de continuer à dire et de le dire, et quand ça a été dit et que ça n'a pas été écouté, ensuite, effectivement, il y a une injonction au silence qui fait ensuite que, en effet, ces personnes peuvent développer des troubles psychologiques, des troubles stress post-traumatiques qui ensuite vont se retourner contre elles. On va te poser notre dernière question qu'on pose à toutes nos invités. Tu te conseilles d'inviter qui après toi? T'as le droit d'en citer plusieurs. Il y a l'autrice Mathilde Forget qui sort un nouveau roman en janvier et dont j'aime énormément l'œuvre, qui est aussi chanteuse et compositrice, qui sort un livre à l'Iconoclaste qui s'appelle Certaines fièvres échappent au mercure et qui a sorti avant 2 livres, donc un qui s'appelle À la demande d'un tiers et un autre De mon plein gré. Et enfin, moi j'aime énormément ce qu'elle fait et le livre qu'elle va sortir en janvier a l'air absolument incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus nombreux, nombreuses. Merci beaucoup.